Fin 1944, l'étau se resserre autour de l'Allemagne nazie. Mais derrière les lignes de front, une réalité insoutenable est sur le point d'être révélée au monde, celle de l'univers concentrationnaire et génocidaire mis en place par le Troisième Reich d'Adolf Hitler avant et durant toute la Seconde Guerre mondiale. Pour les centaines de milliers de déportés de confession juive arrêtés car juifs, mis à mort pour le simple motif d'appartenir à une race qui souillerait celle aryenne, selon les propres termes des bourreaux nazis. Ces rescapés de l'horreur vont très vite surnommer cette période de l'effroi la Shoah, la catastrophe en langue hébreu. Lors de l'ouverture et de la libération des camps nazis au cours de l'offensive finale lancée contre l'armée allemande en 1945, les Alliés découvrent avec stupéfaction l'horreur des multiples charniers et milliers de rescapés faméliques. Ils réalisent alors l'ampleur des crimes commis et de la monstruosité du système concentrationnaire nazi vis-à-vis des populations qu'ils considéraient comme nuisibles et qu'il fallait pour eux éradiquer. Ainsi, de 1944 à 1948, des millions d'êtres humains ont dû faire face à cette horreur indescriptible. Survivre à l'enfer, trouver la force de témoigner et enfin, obtenir justice pour les crimes commis. Voici pourtant les motivations qui vont être au cœur des combats de certains survivants. Ce film va donc tenter de retracer ces moments clés à travers le vécu de ceux qui ont tout traversé. La problématique centrale de ce documentaire sera ainsi de voir comment la fin de la Shoah et de l'univers concentrationnaire nazi a-t-elle ouvert la voie à la survie, au témoignage et à la justice pour les victimes entre 1944 et 1948. À partir de l'été 1944, l'avancée spectaculaire à l'ouest des alliés anglo-américains ainsi que les forces russes par l'est sonne donc la fin lente de l'emprise nazie sur l'Europe. Cependant, cette contre-offensive est longue et ne se terminera qu'au mois de mai de l'année suivante avec la reddition sans condition des forces armées allemandes. Ainsi, pour les milliers de prisonniers de ces camps encore en vie, la fin de la guerre, au début de l'année 1945, n'est malheureusement pas encore synonyme de libération immédiate. Au lieu de cela, de nombreux camps de la mort sont évacués par les forces nazies, notamment en Pologne occupée, donnant lieu aux tristement célèbres marches de la mort, c'est-à-dire des transferts de prisonniers forcés dans un état de santé très précaire, souvent à pied et sans ravitaillement, dans des conditions épouvantables qui devaient les conduire vers d'autres camps d'internement situés au cœur de l'Allemagne, un peu plus éloignés de la zone de front et des derniers combats. Beaucoup d'entre eux périront de ces douloureuses déportations au sein de ces nouveaux centres de détention qui furent les derniers moments souvent remplis d'espérance où la fatigue physique et psychologique, déjà tant éprouvée auparavant, finira par aboutir à une longue agonie, les poussant inéluctablement pour les milliers d'entre eux vers la mort. Concernant ces derniers moments d'internement dans ces camps de la mort, Simone Weil, survivante d'Auschwitz-Birkenau, déportée à 16 ans parce que juive avec toute sa famille, raconte ceci dans son autobiographie intitulée Une vie, publiée en 2007. Le 18 janvier 1945, nous avons été poussés hors du camp d'Auschwitz. C'était la marche de la mort. Pendant des jours, par un froid terrible, nous avons marché. Ceux qui tombaient étaient directement abattus. J'ai vu tant de corps sur les bas-côtés de la route. Voici ce qu'elle rajoute sur cet épisode dramatique, bien plus tard, lorsqu'une interview télévisée du service public, datant du 25 janvier 1995, dans le cadre des commémorations du 50e anniversaire de la libération de camps de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Pour les rares rescapés encore prisonniers dans ces camps en Allemagne, leur découverte par les libérateurs est par conséquent un véritable choc. L'état des corps, la sidération des survivants et l'ampleur des crimes révèlent l'horreur sans précédent dans l'histoire. Ainsi, des milliers de déportés, épuisés, ont été retrouvés par les armées alliées dans des états de déplorablement physiques et psychologiques extrêmes. Marceline Loridan-Ivens, survivante elle aussi d'Auschwitz-Birkenau, déportée à 15 ans avec son père, raconte ici, après de longs moments d'incarcération inhumaine, la difficulté aussi de la survie physique après la libération, la famine persistante et la réadaptation à la vie normale. Voici ce qu'elle dit à ce sujet dans son livre témoignage « Et tu n'es pas revenu », coécrit avec Judith Perrignon et publié en 2015. Quand nous avons été libérés, on avait tellement faim qu'on pensait qu'à manger. Et on a dû apprendre à vivre progressivement sans cette faim douloureuse qui nous dévorait depuis des années. Ginette Kolinka, une autre survivante d'Auschwitz-Birkenau, puis du camp de concentration de Bergen-Belsen, rajoute quant à elle ceci.
dans son livre témoignage intitulé Retour à Birkenau, publié en 2019. Je ne suis pas une héroïne, je suis une survivante. Je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital, on m'a donné à manger. Des soldats anglais nous ont libérés. La faim était si forte qu'on ne pensait qu'à ça. On avait peur de mourir en mangeant trop. Elle a aussi souvent raconté les autres difficultés de cette période où la liberté tant attendue n'était pas la fin des souffrances. Voici quelques extraits de son témoignage 80 ans après sa déportation, en juin 2024 à l'âge de 99 ans, lors d'une rencontre avec des élèves d'une classe de 3e du collège Carnot de Paris. Tout ce que vous pouvez lire sur cette période, tout ce que vous pouvez voir, c'est rien à côté de la réalité. Et comment êtes-vous revenu des camps? Eh bien, écoute, si je peux te dire, il y a la publicité maintenant qui dit j'ai perdu 8 kilos, j'ai perdu 6 kilos. Et moi, je dis qu'en 15 mois, j'en ai perdu 40 kilos. Je suis partie, je pesais 66 kilos, j'étais rondouillarde. Et quand je suis rentrée, j'en pesais 26. Alors 26 kilos, je peux te dire que tes mollets, que tes bras sont comme tes poignets, pas plus gros. Que tu as les jambes, tes chevilles sont pas plus minces que tes cuisses. C'était ça. Comment vous êtes senti accueilli en France quand vous êtes revenu des camps par les Français, les Parisiens? Je ne sais pas les Parisiens. Je me souviens toujours de la boulangère qui était à côté de chez nous, qui vient avec sa petite brioche. Ah, c'est la première déportée que je vois. J'étais une bête curieuse. Je pense que c'était ça, l'opinion des personnes. Quand j'ai appris que la guerre était finie, je m'étais fait une promesse. Ginette, tu as la chance d'être rentrée. Oublie toute cette partie de ce que tu as vécu. Et quand je suis rentrée, peut-être qu'on m'a posé des questions. J'allais pas, alors que je suis toute seule, à être revenue. Mais avec moi, il y avait mon père, il y avait mon frère et il y avait mon neveu. Je suis toute seule à être rentrée. Et moi, je vais raconter au reste de la famille ce que j'ai vécu. Mais je vais les tuer une seconde fois. Alors, Ginette, tu te tais, mais pas penser parce qu'on ne va pas me croire. Non, ça m'était égal qu'on me croive ou qu'on ne me croive pas. Mais moi, je voulais faire un trait sur cette période. Et pour faire ce trait sur cette période, il ne faut plus en parler. Il y avait ce numéro, mais mon numéro a été caché pendant des années et des années. Je n'ai jamais dénudé mon bras. L'été, j'allais à la piscine, j'allais à la plage, un pansement qui cachait mon numéro. Le retour à la vie civile est donc ainsi loin d'être simple, comme nous venons de l'entendre à travers ces différents témoignages. Les survivants portent le plus souvent en eux les stigmates physiques et psychologiques de l'enfer, en essayant de les dissimuler le plus possible au début de leur retour, pensant ne pas être compris et n'ayant toujours pas les bons mots pour décrire ce qui est péniblement compréhensible de cette inhumanité vécue à cette époque. Cependant, très vite, la nécessité de témoigner s'impose pour que l'horreur ne soit jamais oubliée et que les crimes ne restent pas impunis. Ainsi, Primo Levi, chimiste italien de profession avant-guerre, est un survivant d'Auschwitz. Son œuvre littéraire, Si c'est un homme, est fondamentale pour comprendre mieux la folie de la politique génocidaire des nazis. Durant cette époque, et tenter de comprendre la psychologie de ses bourreaux, il prévient dans son livre que ceux qui ne se souviendront pas seront condamnés à revivre le passé. Pour lui, il est donc essentiel que les rescapés s'efforcent de témoigner pour ne pas laisser dans l'oubli ce crime et rendre justice aux innombrables victimes du système des camps d'extermination et de concentration. Par conséquent, dans ce contexte que dès la fin de la guerre, des associations de déportés se forment, des survivants français comme Marie-Jo Chambard et Loé, survivante du camp de Ravensbrück, ou bien encore Robert Antelme, survivant du camp de Buchenwald, auteur après-guerre de l'espèce humaine, commence à écrire et à parler parfois dans l'indifférence générale face à l'ampleur de la tâche et de la difficulté de comprendre ce qu'ils ont vécu.
Leurs récits sont cruciaux pour documenter les faits. Dans la continuité de ce devoir de mémoire, et après des décennies de silence, ils ont dédié une grande partie de leur vie à la transmission. Ils sont devenus des infatigables messagers de la mémoire. Pendant des années, ils ont accompagné des milliers de jeunes, des élèves, sur les sites de la folie et de la barbarie nazie. Leurs paroles directes, simples et remplies de détails du quotidien, de l'horreur, ont permis de rendre l'histoire plus concrète et plus vivante. Ils ont aussi insisté sur l'importance de se souvenir des individus et de ne pas réduire les victimes seulement à des chiffres. Enfin, la plupart des camps libérés sont aussi devenus ensuite des lieux de mémoire où les preuves seront conservées, comme notamment le tristement célèbre camp d'Auschwitz-Birkenau, où périrent plus d'1 million de déportés. Ceux-ci deviennent de fait des musées de la mémoire. L'ethnologue Germaine Tillion, résistante déportée, nous a, elle aussi, livré avec pudeur et émotion son témoignage sur son difficile retour vers la vie après son incarcération au camp de déportation de Ravensbrück. Les mots de ces victimes de leur barbarie nazie, panthéonisés en 2015, se singularisent par la teneur très intime et personnelle des propos tenus. Ainsi, elle évoque que très rarement les mécanismes de déshumanisation mis en œuvre dans les camps, mais préfère plutôt évoquer leurs conséquences à court et long terme sur les victimes survivantes, au-delà même de l'expérience concentrationnaire vécue et subie. Elle a avoué avoir eu du mal à parler de sa déportation ainsi que du décès au camp de sa propre mère, Émilie. Elle décrit également les sentiments qui lui ont permis de survivre à l'intérieur du camp. La colère et l'indignation qui l'ont poussée à agir et à ne plus avoir peur, surtout pas de la mort, omniprésente. Empoisonnée de souffrance, elle avoue aussi n'avoir retrouvé le goût de vivre que plusieurs années après son retour, et près de 20 ans plus tard, elle ne se déclare pas guérie. Néanmoins, l'auteur de la pièce Le Verfügbar aux Enfers, écrite en déportation, n'a eu de cesse de témoigner après son retour. Dès 1946, elle suit ainsi un ouvrage collectif de référence sur le camp de Ravensbrück. Elle évoque ainsi l'engagement des anciens déportés qui, après leur retour, prennent tous les risques pour lutter contre toute forme d'humiliation. C'est par conséquent le sens des combats menés En 1945, et malgré les nombreux problèmes liés à la reconstitution économique, sociale et politique du monde de l'après-guerre, la question de la justice pour les crimes commis par les nazis devient malgré tout primordiale. Les Alliés mettent ainsi en place des tribunaux spéciaux pour juger les principaux responsables. Parmi ceux-ci, nous avons notamment les procès organisés par les forces alliées victorieuses dans la ville de Nurembourg de 1945 à 1946. Ainsi, le tribunal militaire international de Nurembourg va juger entre autres condamnés pas moins de 24 des plus hauts dirigeants nazis qui ont eu des responsabilités dans les domaines politiques, économiques, militaires et culturels. C'est la première fois dans l'histoire qu'une telle démarche est entreprise pour des crimes contre la paix, des crimes de guerre et surtout des crimes contre l'humanité. Une nouvelle catégorie juridique créée pour décrire l'ampleur sans précédent de la Shoah. Au cours du procès, Marie-Claude, vaillante couturière résistante, déportée à Auschwitz et Ravensbrück, décrit à la barre le processus de sélection et d'extermination systématique d'une grande partie des hommes, femmes et enfants arrivant par convoi à Auschwitz. Cette Française est ainsi appelée à témoigner devant le tribunal de Nuremberg le 28 janvier 1946. Reporter, photographe, avant-guerre et engagée au sein du Parti communiste, elle est arrêtée en février 1942 en raison de ses activités résistantes. Elle fait partie du seul convoi de résistantes françaises envoyé vers le camp d'Auschwitz-Birkenau. 3 mois après l'arrivée de ces 230 femmes qui pénètrent à l'intérieur du camp de Birkenau en chantant la Marseillaise, seules 70 ont survécu. Beaucoup ayant été victimes d'une grave épidémie, le typhus. Son témoignage décrit donc l'arrivée des convois, la sélection, les chambres à gaz, les expériences médicales, la vie quotidienne de ce camp de la mort. Véritable industrie de destruction humaine. Après le procès de Nuremberg, devenue une femme politique de premier plan, députée communiste et vice-présidente de l'Assemblée nationale, elle poursuit en parallèle sa mission de femme mémoire, selon l'expression de son biographie Dominique Durand, jusqu'à son décès en décembre 1996. Voici un extrait de sa déposition au procès de Nuremberg. En général, sur un transport de 1000 à 1500, il en entrait rarement plus de 250 et c'est tout à fait un maximum dans le camp. Le reste était directement dirigé au gaz. À cette sélection, également, on choisissait les femmes en bonne santé,
entre 20 et 30 ans qu'on envoyait au bloc des expériences. Pour rendre l'accueil plus agréable, à cette époque, c'est-à-dire en juin-juillet 1944, un orchestre composé de détenues, toutes jeunes et jolies, habillées de petites blouses blanches et de jupes bleu marine, jouait pendant la sélection, à l'arrivée des trains, des airs gais comme La Veuve Joyeuse, La Barcarolle des comtes d'Hoffmann, etc. Parallèlement à ces fameux procès de Nuremberg, en 1947 à Varsovie, les 40 principaux donneurs d'ordre du camp d'Auschwitz seront eux aussi jugés. 23 seront condamnés à mort et 16 à la prison à vie. Par la suite, de nombreux autres procès se dérouleront dans les pays libérés. En France, la justice cherchera ainsi à juger les collaborateurs et les tortionnaires qui ont participé à cette politique génocidaire. Par conséquent, des procès moins médiatisés mais tout aussi importants vont avoir lieu. Par exemple, le procès de Klaus Barbie à Lyon en 1987, bien que tardif, s'appuie sur le témoignage de ceux qui ont survécu ces exactions, comme Sabine Zaltine, la fondatrice de la maison Dizieux, qui a dédié sa vie à la mémoire des enfants juifs déportés. Son travail de collecte de témoignages est un exemple de persévérance. Par la suite, des procès vont aussi se tenir, comme ceux par exemple de Paul Touvier, ancien collaborationniste de Vichy et membre de la milice, unité policière aux ordres du régime et de l'occupant. Ce dernier sera jugé et condamné en 1994 à la réclusion à perpétuité pour crimes contre l'humanité, notamment pour l'assassinat de Victor et d'Hélène Bach le 10 janvier 1944 et l'exécution de 7 juifs à Rieux-la-Pape le 29 juin de la même année. Nous pouvons aussi citer celui de Maurice Papon qui, en 1998, sera condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité concernant des actes d'arrestation et de séquestration lors de l'organisation de la déportation des Juifs de la région bordelaise vers les camps de Drancy, d'où ils sont ensuite acheminés vers le centre d'extermination d'Auschwitz, commis quand il était secrétaire général de la préfecture de Gironde entre 1942 et 1944 sous l'occupation de la France par les forces armées du Troisième Reich. Malgré leurs limites, ces procès quelque peu tardifs ont permis de rendre une justice, de documenter les crimes et d'établir un cadre juridique international pour prévenir de telles atrocités dans le futur et pour les nouvelles générations. En guise de conclusion, nous pouvons affirmer qu'entre 1944 et 1948, le monde a commencé à appréhender l'horreur de la Shoah. De la libération des camps à la difficile reconstruction, des premiers témoignages au grand procès, cette période a jeté les bases d'un devoir de mémoire et d'une justice internationale. Ginette Kolinka disait « Si vous avez compris ce que je vous ai dit, alors vous êtes les passeurs, vous êtes l'avenir ». Aujourd'hui, alors que les derniers témoins disparaissent, il est de notre responsabilité de nous souvenir, de comprendre et de transmettre cette histoire. Comme l'a dit un survivant, ce souvenir n'est pas seulement un devoir, c'est aussi un acte d'humanité.